Je suis Adrien, je suis ingénieur développeur donc chez Proxiad. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un sujet qui est sur toutes les lèvres depuis une petite dizaine d'années maintenant. Notamment, enfin, moi j'en entends beaucoup parler au niveau des décideurs, des recruteurs, des jeunes sortis d'école aussi, qui veulent tous devenir ingénieurs DevOps ou qui recherchent tous des ingénieurs DevOps. Mais finalement, qu'est-ce que le DevOps? Que veut dire ce terme de DevOps finalement? On va essayer de répondre à tout ça dès maintenant. Donc, pour répondre à cette question, on va y aller en cinq étapes. On va commencer par un bref historique. On va voir ce qu'est la démarche DevOps. On va parler des objectifs et des principes du DevOps, les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour atteindre du coup ces objectifs. Et finalement, terminer en essayant de répondre au mieux à cette question, si c'est un métier ou une philosophie. Donc pour démarrer, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, dans l'informatique notamment, la gestion de projet se fait via un cycle de vie du produit en V. Donc, qui consiste à d'abord récupérer les exigences du client, les analyser pour en faire un cahier des charges, concevoir d'une manière générale le produit, donc toute l'architecture, définir les technologies, puis faire la conception détaillée une fois que c'est validé. Donc, ça va être des diagrammes Meurize pour la base de données, par exemple, des diagrammes UML. Et une fois que ceci est validé, on va mettre en œuvre, donc on va le coder. Euh, Une fois que c'est codé, on aura donc codé les tests unitaires qu'on va exécuter. Si ça ne marche pas, on va modifier la conception détaillée pour modifier le code. Si ça fonctionne, on va passer au test d'intégration qui, pareil, s'il ne fonctionne pas, on va modifier la conception générale pour redescendre vers la conception détaillée et la mise en œuvre et puis remonter. Et si ça fonctionne, les tests système donc, qui vont répondre au cahier des charges. Pareil, si ça ne marche pas, on reprend l'analyse et puis on redéroule pour finalement faire valider par le client. Et si c'est pas validé par le client, ça veut dire qu'il y a eu des modifications au niveau des exigences du client. Une fois validé, donc après, c'est la mise en service. Donc rien que par ces explications, on voit que c'est un développement qui est très lourd. Si on a le moindre problème au niveau des tests, il faut qu'on reparte à l'étape qui correspond. Donc, il faut à chaque fois remodifier, revalider et redérouler tout le reste des documents. Donc, il y a beaucoup de documentation à faire. On n'a pas forcément une vision, enfin, théoriquement, on n'a pas de vision intermédiaire du produit, puisque tout est testé seulement à la fin. Donc, c'est un développement qui est très lourd et qui est soumis à beaucoup d'effets de bord. C'est une gestion qui est compliquée sur le temps, donc il faut prévoir les imprévus, donc notamment c'est 30% du temps. Les specs sont longues, et plus on attend entre la recette et le développement, plus on s'expose au risque de mésentente donc avec le client, de mauvaise interprétation du besoin et de changements au niveau des priorités, de même que des changements du besoin du client. Donc finalement, on a beaucoup de perte de temps, et qui dit perte de temps dit aussi perte d'argent. Ce qui nous amène donc à avoir peu de projets finalement qui réussissent. On est sur une moyenne de 32%. La majorité des projets qui dépassent les délais, puisqu'on intègre les modifications du client seulement à la fin. Donc c'est très problématique. Et une majorité, un peu plus de la moitié, donc des fonctionnalités qui ont été développées ne sont finalement pas utilisées pour essentiellement les mêmes raisons, qui sont des changements de priorité ou des changements de besoin. Mais on a un autre souci qui est majeur dans tout ce cycle de développement, c'est une fois qu'on a développé, qu'on a validé, il faut le déployer. Et là, on se rend compte qu'on tombe sur un mur qu'on appelle le mur de la confusion, qui est le mur entre les développeurs et les opérationnels, ceux qui vont déployer. Donc,
moi, en l'occurrence, en tant que développeur, je fais évoluer mon produit, je l'amène vers d'autres perspectives, d'autres technologies. Je le fais vivre en fait, et je demande donc à mes opérationnels donc de le déployer. Sauf que le problème, c'est que lui, il veut de la stabilité. La stabilité, on est censé l'avoir, mais on l'a pas forcément parce on n'a pas pu tester peut-être correctement dans les conditions de production. Ce mur-là, en fait, ça représente également la différence d'objectif entre les deux métiers. C'est-à-dire que le développeur, il développe, il innove, il ne s'occupe pas du déploiement, mais il ne doit pas être bloqué après pour la suite. Sauf que l'opérationnel, lui, il n'hésite pas à bloquer parce qu'il veut de la stabilité, il ne veut pas avoir de technologie ingérable, et il veut surtout simplifier la majorité de ses déploiements. C'est parce que ça fait du travail en plus de son travail d'administrateur. Donc, on a cette opposition qui est créée entre la stabilité et le changement, pardon, et les délais contre la qualité, le coût et les délais contre la qualité d'une manière globale. C'est pour cela que en 2009, Patrick Desbois, donc, qui était le CTO d'une société d'audiovisuel, qui a créé ce mot, DevOps. Donc, c'est la concaténation des métiers de développeur et d'opérationnel. Ce mot, donc, il l'a créé suite à différentes conférences qu'il a données pour qualifier simplement la notion de la gestion agile de l'infrastructure. Donc, en concaténant ces deux mots, on obtient donc en fait un nouveau métier, un nouveau mot, une nouvelle philosophie qui force la collaboration entre plusieurs métiers et qui a une démarche culturelle qui est relativement forte. Cette démarche, elle s'articule essentiellement entre 4 points, qui est l'implication de l'humain. Donc on replace l'humain au cœur du dispositif, notamment en basant sur l'agilité et la collaboration entre les métiers, ce qui permet également de réajuster en fonction des changements et des nouvelles demandes. La mise en œuvre donc de l'agilité, donc l'industrialisation des chaînes complètes de production logicielle avec de l'intégration continue, du déploiement continu, du monitoring, enfin tout un tas d'outils qu'on verra un peu plus tard. Ça s'articule également autour de l'optimisation des ressources en standardisant les processus, en automatisant un maximum d'éléments, notamment l'exécution de certaines tâches qui peuvent être longues, qui peuvent faire perdre du temps, pardon. Notamment les tests par exemple, qui est une tâche qu'il faut lancer à chaque fois. Et le dernier point, c'est l'amélioration de la qualité. Donc, c'est les mesures de fiabilité, la performance, la gestion, notamment la gestion des effets de bord, et tous ces processus-là. Donc, ces 4 points clés sont censés nous donner plusieurs bénéfices. Donc ça va être au niveau de l'automatisation d'éviter les erreurs, de permettre de s'adapter au mieux et en temps réel aux contraintes, améliorer la productivité et la qualité et avoir une valeur ajoutée parce que le temps gagné avec l'automatisation va permettre à tout développeur et opérationnel de se concentrer sur d'autres éléments qui sont tout aussi importants comme la gestion des configurations, la gestion du développement, donc d'améliorer globalement la qualité du produit. Et donc, de ces points clés, on a plusieurs objectifs et principes qui sont donc de réduire les délais de livraison, d'optimiser le développement,
mais aussi d'améliorer la qualité et d'amener de la confiance, ce qui est très important, donc d'amener de la confiance entre les différents métiers. Donc, pour réduire donc, les délais de livraison, on a ajouté tout d'abord de l'agile. Donc, le cycle en V, on effectue globalement le design, donc toutes les documentations, toutes les spécifications. Ensuite, on réalise le code, on exécute les tests, puis on déploie. En ajoutant de l'agilité au cycle en V, comme ça, on va marcher par des itérations. Donc, on va avoir le design, le code, le test sur une période donnée. Admettons, ça va être 3 semaines, ça va être un premier sprint. Puis, une fois que tous les tests sont passés, on revoit globalement comment ça fonctionne, s'il y a des bugs au niveau des tests. On replanifie au niveau du design pour pouvoir régler tout ça. Puis on code, on teste, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin du projet et finalement déployer. Là où le DevOps intervient, c'est justement au niveau du sprint, à la fin, juste après les tests. C'est-à-dire qu'on va avoir cette phase de déploiement. Alors, dans une hypothèse, dans le meilleur des mondes et dans le meilleur des cas, on va être, à chaque sprint, on va avoir un déploiement ou une release. Donc, on s'occupe du design, donc les specs, on fait le code, on teste, et puis on déploie. Une fois que tout ça, ça a été fait, on replanifie, on voit s'il y a des bugs, s'il y a des choses à changer, pour recoder, tester, déployer, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin. Donc du coup, étant donné qu'on a un déploiement qui est beaucoup plus récurrent, comme le veut Patrick Debois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on amène également, en plus de la gestion de projet, de la gestion de l'agilité, pardon, dans la gestion des configurations et des environnements. Suite à ça, ça nous permet donc d'optimiser le développement. Donc, on va commencer par, comme je disais tout à l'heure, on planifie, puis on code, on build, on teste, on release, on déploie, on exécute l'application, on monitore ce qui se passe, on refait le plan, on code, et ainsi de suite jusqu'à. Donc, on est sur un cycle infini comme ça, qui est un processus défini à l'avance, donc via des méthodologies, et qui permet l'optimisation des ressources pour éviter les blocages. On peut intégrer très rapidement donc les variations les variations de priorité et les changements du coup. Et l'opérationnel peut suivre le dev parce qu'il est directement intégré. Au développement du produit. Donc, ça amène. Pourquoi ça amène aussi beaucoup de qualité? Parce que ça amène moins de frustration par rapport aux développeurs, vu qu'on voit le travail qui est en production, et on a une meilleure visibilité sur l'aboutissement du travail. Donc, on optimise tout ça et on améliore aussi la qualité. Ce qui nous amène également, dans ce schéma-là, à l'amélioration continue. Donc, étant donné qu'on a des releases qui sont relativement régulières, on peut avoir le monitoring le monitoring des applications nous permet d'avoir des retours bien plus rapides et bien plus conséquents sur l'utilisation et les possibles effets de bord. Donc, ce qui permet d'être proactif justement d'être proactif en ce qui concerne le développement, donc d'avoir plus de stabilité au niveau des releases et plus de stabilité également sur la production, puisqu'on va gérer en même temps les configurations, les environnements, de même que les correctifs. Donc ça nous permet l'amélioration continue. On est complètement dans le planifier, développer, contrôler et agir.
qui est donc le PDCA ou bien la roue de Deming, pour ceux qui connaissent un peu mieux. Donc cette amélioration continue, ça va beaucoup aider le quatrième objectif, qui est celui de la confiance, entre les équipes. Pour réussir à construire cette confiance, donc c'est entre deux mondes qui cohabitent, celui des développeurs et des opérationnels, pardon. Il faut tout d'abord qu'on identifie les leviers sur lesquels le construire. Donc les leviers, ça va être essentiellement la collaboration entre les différents acteurs, pardon, qui va permettre notamment d'accroître l'intelligence collective. L'adage connu de tous, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Ce qui va permettre, de construire avec tous les acteurs, même le client potentiellement, des stratégies pour pouvoir améliorer les processus, utiliser des outils communs qui vont permettre à tout le monde de pouvoir s'y retrouver. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, d'accroître vraiment cette intelligence collective parce que l'ensemble des acteurs sera pris en compte. Donc ces objectifs et ces principes, il nous faut des moyens pour pouvoir les atteindre. Donc ces moyens, on va en avoir plusieurs pour atteindre chaque moyen, mais qui sont tous complémentaires finalement. Pour la réduction des délais, on va essentiellement utiliser les méthodes agiles de développement. Donc là, on va être sur des moyens plus de management. Pour optimiser le développement, on va s'occuper de l'homogénéité des architectures de développement et des tests, notamment tests unitaires et tests d'intégration. Pour l'amélioration continue, donc essentiellement l'exécution des tests, le monitoring et tout ce qui va avec. On va utiliser l'intégration et le déploiement continu, donc le monitoring et des méthodologies de développement. Donc je ne parle pas de méthodologie agile, mais vraiment des méthodes de développement que je vais aborder un tout petit peu après. Et un autre moyen, donc, plus humain, on va dire, en quelque sorte, pour la confiance, ça va être vraiment le partage et la collaboration de tous les acteurs du projet. Donc ça, ce sont les 4 objectifs. Mais de tout ça a découlé un dernier moyen, qui est le cloud computing, que j'aborderai en dernier, qui reprend globalement l'ensemble des moyens techniques qu'on peut mettre en œuvre pour le DevOps. Donc, en premier, la réduction des délais et les méthodes agiles. Donc, les méthodes agiles, ces fameuses méthodes pragmatiques de gestion de projet qui sont censées impliquer le client et donner une meilleure activité des équipes, voire même une proactivité aux équipes de développement et aux équipes opérationnelles, sont des méthodes donc qui reposent sur des cycles itératifs de développement, notamment la route Deming, mais peut-être un petit peu plus court. Ça véhicule 4 valeurs fondamentales qui sont l'individu au centre du développement, plus que les processus et les outils. On va faire des logiciels opérationnels plutôt que des documents, exhaustifs. On va collaborer avec le client plutôt que d'aller négocier de manière contractuelle avec lui et adapter le changement plutôt que de suivre le plan. Tant pis pour lui, en gros, si on a une modification à la faire, on la fait le plus rapidement possible pour pas à la fin qu'on se retrouve coincé parce qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas ou autre.
Donc déjà, là, une fois de plus, on vient casser ce cycle en V via l'agilité. Suite donc au développement, on va agir sur l'homogénéité des architectures et sur les tests notamment unitaires, donc les TDD et les BDD. Les outils pour automatiser notamment les environnements, on va essentiellement utiliser Docker, Vagrant, et SalStack, il me semble, pour faire de la conteneurisation, pour gérer les conteneurs. KVM, Xen ou VMware, où là, on va surtout s'orienter sur la gestion des machines virtuelles. On va également automatiser donc la configuration, donc via deux outils, Puppet et Ansible, qui gèrent aussi des environnements, qui peuvent faire du provisioning d'environnement, même si ce n'est pas leur fonction première. Yeradata, qui est un module de Puppet, qui est là en fait pour gérer des données de configuration de manière hiérarchisée, donc structurée. Jinja, qui est un moteur de templating de configuration. Et Git, qui est un... Oula, pardon. C'est bon, excusez-moi. J'en étais... Oui. Et Git, donc, système de versionning de documents. Donc, comme SVN, par exemple à l'époque. Et le dernier point, donc les TDD, les BDD, donc qui sont le Test Driving Development et le Behavior Driving Development, qui sont des méthodes des méthodes de développement pur, qui vont permettre d'orienter vraiment la façon de coder. Donc le TDD, on va coder en premier les tests unitaires pour pour créer de nouvelles fonctions. À chaque fonction doit avoir son ou ses tests unitaires. Le BDD, donc le Behavior Driven Development, donc on va piloter le développement par le comportement ou alors par les tests fonctionnels, par des tests fonctionnels. Donc les outils qu'on peut utiliser pour ça, donc pour le TDD, il n'y a pas spécialement d'outils, mis à part les modules de chaque langage. Pour le BDD, on va utiliser des outils comme Cucumber, HipTest, Gherkin, Godge et tout un tas d'autres outils. Donc voilà. Ensuite, grâce à ces environnements et ces tests, on va pouvoir tout automatiser. Donc, on va automatiser l'intégration et donc les tests unitaires et l'intégration grâce au CI/CD. Donc le CI ou intégration continue, on va valider en permanence les modifications qu'on apporte au produit. Donc par exemple, à chaque commit qui vont être détectés, on va lancer les tests unitaires et avoir le retour, ce qui va permettre de voir très rapidement si ce qu'on a fait amène des régressions au niveau du comportement intrinsèque de la fonction. Et le déploiement continu, donc c'est la mise à disposition, ça va être la mise à disposition des nouvelles versions de produits jusqu'à aller déployer directement sur un cloud, par exemple, donc sur de l'AWS ou d'autres, ou Azure ou Google Cloud, pardon. Adrien, je me permets de t'interrompre un tout petit peu. On a une question de Philippe qui nous demande s'il y a des outils pour améliorer le durcissement du code lors des déploiements. Est-ce que tu sais s'il existe des outils de ce style-là? Oui. Alors, il y en a.
Je les connais pas sur le bout des lèvres. Je sais que SonarCube, par exemple, peut permettre de faire du code coverage ou des choses comme ça. Je sais qu'il y a un Alors, c'est une outil. bonne réponse, visiblement, puisqu'on a Youssef qui travaille en tant que delivery manager dans le DevOps euh, aussi, qui suggérait aussi Sonar comme réponse à ouais. Philippe. Et on peut même aller encore plus loin. Bon, j'en parle un petit peu à la fin, mais on peut aller même encore plus loin parce qu'on a des outils qui nous permettent de tester des failles, de potentielles failles de sécurité dans le code. D'accord, eh ben, on Je verra ça tout à crois l'heure. Philippe, qu'il y j'espère en que a, ça répond à ta question. il y en a un qui s'appelle Checkmarks, je crois, d'ailleurs. Eh ben, c'est bon, on a répondu à la question de Philippe. Je te laisse poursuivre du coup, Adrien, merci. Ça marche, c'est moi. Euh, donc voilà, donc pour en revenir à ces questions-là, ces tests de durcissement de code peuvent se faire également pendant le CI/CD, pendant le processus de CI/CD, bien sûr, avant le déploiement. Ok, et donc une fois qu'on a déployé ou qu'on a réalisé notre application, on va la monitorer. Donc, plus on déploie, plus on est sujet à effet de bord. Donc, il va falloir monitorer et surveiller de plus en plus, comment dire, précisément donc pardon, euh, l'exécution de notre produit. Donc pour ça, on va utiliser par exemple Splunk ou Elasticstack qui sont des collecteurs de logs. Euh, Elasticstack, c'est anciennement ELK. Donc ça va être des collecteurs de logs qui vont les récupérer et potentiellement lancer des alertes, soit via un CM ou nous, parce qu'on a notre instance ELK ou Splunk. Et à côté de ça, on va avoir Moonin qui va surveiller le système, donc l'utilisation du système, et Nagios qui sera un petit peu plus sur la surveillance des services. Alors, il doit y en avoir d'autres. Je les connais pas forcément tous, mais c'est les plus répandus. En tout cas, moi, c'est ceux que j'utilise le plus. Et tous ces outils-là vont nous permettre également d'être dans une démarche d'amélioration continue. Donc, c'est le dernier moyen qu'on a, enfin, presque le dernier moyen. Donc, on va avoir des méthodologies d'amélioration continue. Donc, par exemple, la méthode Kaizen, méthode japonaise. C'est une méthode japonaise qui dit globalement que tout changement est bon. Et en pratique quotidienne, ça peut être une condition sine qua non, donc cette démarche de réussite, notamment du projet. Parce que tout le monde peut proposer des améliorations, des améliorations pardon, et des optimisations simples et concrètes sur l'ensemble de la chaîne de prod. Et à côté de ça, on a aussi, par exemple, le Lean Startup, qui est une volonté d'amélioration continue de la performance, donc par la réduction des délais, des coûts, et une définition simple et viable de notre produit. Donc, par contre, tout cela n'est rien sans le partage et la collaboration de chaque acteur. Donc, ça, le partage et la collaboration est sans doute le moyen le plus important de la philosophie DevOps pour mener à bien l'ensemble des projets, que cette démarche soit mise en place le mieux possible, en fait. Ce qui va permettre euh, d'avoir un point de convergence finalement entre tous ces métiers, entre le développement et l'opérationnel, parce que le partage justement va permettre
comment dire, à tout le monde d'être en, oui, en collaboration, d'avoir l'ensemble des contraintes de tout un chacun et de pouvoir résoudre la plupart des problèmes qui sont liés justement à cette mésentente. En gros, on peut dire que c'est le trou. C'est un premier trou en fait dans le mur de la confusion. C'est celui où tout le monde va commencer à collaborer et à finalement se parler pour pouvoir avancer un peu plus haut et améliorer la qualité du produit. Et le dernier moyen, donc, le cloud computing, qui est apparu notamment avec la mouvance DevOps. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Enfin, c'est apparu un petit peu avant, mais ça a été mis vraiment en avant à ce moment-là, notamment avec l'apparition du software as service, de l'infrastructure as service, du platform as service. Donc le SaaS, ça va être par exemple Office 365 et Google Drive, donc la mise à disposition des softwares directement sur le cloud. L'infrastructure as a service, donc ça va être la mise à disposition des ressources au sein d'un environnement virtualisé, donc par le biais d'Internet ou de toute autre connexion ou même d'un réseau interne. Donc ça va être AWS, ça va être Azure, Google Cloud Platform et le Platform as a Service qui sont carrément des outils qu'on va mettre à disposition pour avoir l'ensemble de la chaîne de production. Donc ça va être par exemple OpenShift chez Red Hat ou Elastic Beanstalk chez Amazon. Donc Elastic Beanstalk, ça va permettre d'avoir euh, l'ensemble de la chaîne de production depuis code commit vers des instances C2, par exemple. Et on a aussi Heroku, qui est peut-être un petit peu moins connu en plateforme à service, qui fait à peu près la même chose. Voilà, donc l'ensemble des moyens. Et pour conclure tout ça, donc on a vu tous les moyens donc l'agilité, l'amélioration continue, tout ce qui est fait un petit peu le sel du DevOps. L'amélioration continue, donc comme je le disais, avec notamment la route des mines, donc on planifie, on fait, on vérifie, on agit, puis on continue comme ça jusqu'à avoir le meilleur produit qui soit, la qualité la plus élevée. L'automatisation, donc je fais pas la pub pour GitLab, mais c'est la meilleure image que j'ai trouvée. Donc, on va automatiser l'ensemble des tests et des déploiements. Donc, à chaque commit, on va appliquer les tests unitaires, puis après les tests unitaires, les tests d'intégration, puis on va builder, puis on va releaser, voire déployer directement. Donc, on est en dev, build, test, déploiement. Et en faisant ça, on va limiter les effets de bord, puisque ce sera le même processus pour tout le monde. Et en plus de cela, on va pouvoir réduire l'ensemble des délais. Et la dernière chose, donc, le DevOps qui permet, donc, grâce à la collaboration de tous les métiers, de tous les corps, même du client, finalement, ça devient un outil. Ça devient donc cette philosophie n'est pas un métier, ça devient un outil qui va permettre justement de casser ce mur et de permettre à tout le monde de travailler main dans la main pour pouvoir avancer le plus loin possible avec la meilleure qualité. Et de même que depuis quelque temps, donc on en a parlé légèrement tout à l'heure, l'intégration de la sécurité dans le processus. Donc c'est une mouvance qui vient s'ajouter au DevOps, qui s'appelle le DevSecOps, qui est en train d'arriver. Il y en a une autre encore dont j'ai perdu le nom qui arrive. Donc pour conclure, ce mot DevOps,
en tout cas pour moi, ne représente pas un métier. Il ne peut pas représenter un métier parce que ça englobe tout. Quelqu'un qui se dit ingénieur DevOps, ça veut dire qu'il maîtrise à la fois le client, qu'il maîtrise les méthodes agiles, qu'il maîtrise le développement, qu'il va maîtriser les méthodes de déploiement, la gestion des configurations, la gestion du monitoring, par exemple. En fait, il va tout maîtriser. Alors qu'en fait, c'est une philosophie. Ça reste une philosophie où on vient agir. C'est pas une personne qui fait tout, mais c'est tout le monde qui fait un produit. Donc, le métier d'ingénieur DevOps, finalement, on l'entend partout dans les recruteurs, les jeunes sortis d'école, les décideurs, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, mais finalement, c'est une philosophie, ce n'est pas un métier. On n'est pas ingénieur DevOps. On sait faire de l'opérationnel, on est ingénieur développeur avec des compétences en opérationnel, ou alors on est administrateur réseau et système avec des compétences en développement, ce qui permet à tout le monde de se comprendre. Par contre, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde, pas forcément pour toutes les entreprises, parce que il y a des cas où ça n'est pas forcément possible. Pour différentes raisons. Ça peut être des processus qui sont déjà trop lourds. On a un manque de moyens, donc pour pouvoir pousser certains produits qui peuvent être payants ou pas, par exemple, ou des moyens humains, des moyens matériels, donc ça peut être le manque de moyens, de la mauvaise volonté, ça peut arriver. Certains font leur truc dans leur petit coin sans forcément penser aux autres. Ça implique beaucoup de changements. Toutes les entreprises ne sont peut-être pas prêtes, dû à leur taille ou d'autres éléments. Et ou alors parce qu'il y a des applications qui nécessitent des validations beaucoup plus spécifiques. Je pense par exemple au médical, où il y a des normes qui sont peut-être pas automatisables en termes de tests. Mais bon, j'ai quand même l'espoir, personnellement, qu'on peut toujours saupoudrer un petit peu les processus avec de l'agilité et du DevOps, parce que à partir du moment où on automatise une tâche, parce que on n'a pas envie de la faire tous les jours, on commence déjà à entrer dans cette optique et dans cette philosophie qui est le DevOps. Je vous remercie de m'avoir écouté, Eh très ben, merci agréable. beaucoup, Adrien. Je te passe la main, du coup, C'était Vincent. sympa. Du coup, merci à vous tous d'avoir été là. On vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos conférences en replay sur YouTube. Pour ceux qui sont arrivés sur la fin, il y avait un ou deux retardataires. Le replay sera disponible à partir de la semaine prochaine, normalement. On va le mettre en ligne vendredi. D'ici là, n'hésitez surtout pas. On va vous permettre maintenant de réactiver vos micros pour échanger avec Adrien, si vous le souhaitez. C'est vrai qu'il y avait une question sur la fin. Le DevOps, du coup, un libellé de métier ou plutôt une philosophie? Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus? N'hésitez surtout pas. Et même, j'espère, des avis contre. Je vais vous permettre de réactiver votre micro. Allez-y, vous pouvez réactiver votre micro par vous-même. Alors, on a pas mal de monde qui te remercie, Adrien, qui nous dit, Cécile, qui nous dit que c'était intéressant. Merci, Cécile, d'avoir été là également, encore plus fidèle qu'iPhone, Ouais. qui nous a quittés tout à l'heure. Allô? Merci, Sébastien. Allô, oui, bonjour. Bonsoir, Bonjour. c'est Youssef. Bonjour Youssef. Alors, je tiens à vous remercier pour la présentation. Avec plaisir. Je suis en phase avec toi parce que, surtout au début, j'ai trop aimé le début de la présentation quand tu as commencé par la gestion de projet en mode cascade. C'est en basculant vers l'agile, d'où vient l'importance de DevOps parce que DevOps il permet d'accompagner Agile pour bien, en fait, Tout à pouvoir fait. accélérer les mises en production et surtout qu'on est en mode sprint, donc on ne devrait pas trop tarder. On a besoin de mettre une pipeline en intégration continue, déploiement continu. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est une philosophie, ce n'est pas un métier. C'est une philosophie qui permet d'intégrer plusieurs profils. Donc, on dirait jamais un profil DevOps, c'est un profil qui maîtrise tel outil ou bien. Donc,
comment on dit, c'est le package. Ouais. Moi, ce que je voulais dire, c'est pour les sociétés qui veulent mettre DevOps, c'est que il faut commencer step by step. C'est-à-dire, quand tu veux construire ton pipeline, donc il faut le construire étape par étape. Et surtout, en fait, il ne faut pas mettre tout à la fois. Donc, on peut commencer par faire de l'automatisation des tests d'intégration, des tests non-régression. J'aimerais bien mettre focus sur ça parce que vous n'avez pas donné plus de détails sur ça pour que tout le monde soit en même longueur d'information. Ouais. Donc, on a des outils qui permettent de faire de l'automatisation sur des tests non fonctionnels, aussi sur des tests d'intégration tels que Selenium. Il y a aussi Quality Center, UFT. Donc, on a plusieurs outils qui permettent de faire ça. On ne peut pas automatiser tout, donc on ne peut pas faire de l'automatisation de tests non régressifs pour tous les cas, pour use case. On devrait le mettre sur des applications qui sont matures, qui n'y a pas beaucoup de changements parce que si on veut investir dans les tests d'intégration ou bien des tests non régression, donc on devrait investir sur des applications qui sont matures, qui n'y a Mm. pas beaucoup de changements. Voilà, donc, et juste, je vais mettre aussi le focus sur les monitoring. Donc, vous avez parlé sur plusieurs outils. J'aimerais bien aussi parler sur Dynatrace qui permet de faire Ouais. la, la supervision de stack technique. Donc, c'est un agentless. Il permet d'installer dans l'agent, il permet de superviser tout ce qui est infra, fonctionnel et tout ça. Mhm. Et voilà, c'est ça en fait mon intervention. C'est D'accord. pour éclaircir Ok, les choses. Et, Alors, super. Bah, merci merci beaucoup pour Youssef ça. pour ce petit complément. merci à toi. Et je dirais que c'est une philosophie, juste pour confirmer. Donc, c'est pas. Voilà, merci. Super. Merci. Et ben donc on est pour l'instant tous d'accord. Merci beaucoup Youssef. Et puis ben Merci à n'hésite vous. pas à nous rejoindre. On a régulièrement des confs le lundi si ça t'intéresse. Les sujets vont varier et donc on espère te revoir bientôt. Merci à vous. Salut. Merci, à Merci à bientôt. toi. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Adrien? Visiblement, la présentation a plutôt plu, Adrien. Faut croire. On embrasse également nos collègues RH de Lille qui étaient présentes en nombre et qui ont trouvé ça intéressant de leur point de vue. C'est vrai que dans nos métiers, que ce soit en recrutement ou en commerce, Oui. ça peut permettre finalement d'approcher ces tendances dont on entend beaucoup parler. Mm. On a eu une grande époque autour de l'agilité avec toutes les problématiques qui s'en ont suivies. Et c'est vrai que le DevOps est de plus en plus présent. Oui, surtout que c'est vrai on en entend vraiment parler. Enfin, tout le temps, partout. Moi, je vois des offres passer, ingénieur DevOps, tout ça, tout ça. Mais en fait, finalement, c'est vrai que la question se pose. Est-ce que ça a vraiment du sens quand on connaît un petit peu le projet, surtout? Surtout que moi, en fait, je suis tombé dans le DevOps pour la petite histoire parce que, notamment dans la société précédente, donc juste avant Proxiad, on a mis en place tous ces processus-là. Il n'y avait pas forcément, et on avait juste envie de pas s'embêter. Pas s'embêter à exécuter les tests par nous-mêmes, pas s'embêter à déployer. En fait, on a voulu automatiser un maximum de tâches. Et c'est comme ça que moi, personnellement, je suis entré dans le monde du DevOps. Et quand je regarde les offres d'emploi, notamment, que je vois sur LinkedIn des gens qui cherchent des DevOps, en fait, c'est vraiment des couteaux suisses. Euh, c'est Oui, que, ou alors effectivement, il faut préciser, je te cache pas que d'un point de vue commercial, on a régulièrement et de plus en plus ce genre de demande. bien sûr, Mais systématiquement, la question qui vient après, quand on a un client qui dit, il nous faudrait un profil DevOps, on va dire, OK, alors bon, on va s'asseoir autour de la table, on va essayer de préciser. Parce voilà, que, en fait, finalement, ce qu'ils recherchent, c'est parfois un profil infra qui a de la philosophie DevOps, un profil développeur qui a cette philosophie DevOps. exactement, Mais finalement, c'est ça, qui sont il deux choses cherche quelqu'un qui a différentes. cette philosophie. Mhm. Mais son métier peut varier. Et oui, moi je le vois quand j'ai fait la formation au mois de juillet. Euh, En face de nous, ben, il y avait aussi des administrateurs système et réseau.
Et Bien sûr. ces gens-là, en Bah, fait, sur le comme des voilà, développeurs évoluent vers le DevOps, c'est comme ça. des, Et comme des chefs de projet à l'époque ont évolué vers d'autres rôles de Scrum Master, de Product Owner, avec exactement. toutes les différences que ça importe. Finalement, on se sert dans un terreau de métiers Ouais, existants et on apprend à ces gens, on intègre à ces gens une ouais, nouvelle philosophie pour c'est faire ça. intégrer ça. Maintenant, on se pose Et beaucoup la question, tout comme l'agilité, du changement dans les grandes oui, entreprises notamment. Par quel bout prendre ça, par quelle chose attaquer. Tout à l'heure, Youssef nous parlait des tests. Selon lui, c'est une bonne façon d'attaquer les choses. Voilà, il y en a ouais, beaucoup, en tout cas, faut pas tout faire d'un seul coup. C'est pas c'est forcément ça. la meilleure solution. Même si on a une grosse équipe et qu'on peut s'occuper de tout en même temps, c'est le meilleur moyen de se tromper. D'expérience, nous, pourquoi ça a fonctionné la façon dont on a fait, c'est qu'on a commencé parce qu'on savait réellement faire, c'est-à-dire test unitaire, développement, tout ce qui est vraiment autour du développement, donc l'exécution des tests unitaires. Puis on a utilisé GitLab et puis avec GitLab vient l'outil GitLab CI, donc on a essayé, ça a fonctionné très bien. Et une fois qu'on a fait ça, ben on s'est dit, tiens, est-ce qu'on va pouvoir automatiser aussi le build de notre paquet? Donc on a buildé directement avec les GitLab CI/CD, et puis de là, on est passé à l'étape d'après, c'est-à-dire au déploiement, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, faut vraiment y aller. Pour passer au DevOps, faut vraiment, pour moi en tout cas, euh, faut vraiment y aller petit à petit, comme le disait très bien justement Youssef. Ok, Juste, est-ce qu'on a d'autres questions peut-être? juste une précision par rapport aux Ah, profils DevOps. Juste une Youssef à précision nouveau. par rapport aux profils DevOps. Oui, on t'écoute, Youssef. On t'écoute. Oui, d'accord. Moi, Oui, ce que je pense, donc, les profils DevOps, pour avoir un bon profil DevOps, je pense qu'il faut avoir, il faut avoir le sens de développement et aussi, en fait, il a déjà, je pense qu'un bon personne qui exerce actuellement DevOps, c'est un ex-développeur qui a basculé vers ingénieur de production, qui a les deux casquettes et il peut bien jouer le rôle d'un DevOps parce qu'il a Et, déjà et et il a est-ce inversement. qu'un ex-ingénieur de production qui a basculé vers le développement ne peut pas également jouer ce rôle-là? Si, si. J'ai pas bien entendu, excuse-moi. Et est-ce que dans le sens inverse, un ex-ingénieur de production qui a évolué vers le développement ne peut pas aussi justement bien remplir Oui, ce oui, rôle? oui, oui, il peut jouer ce rôle, mais je pense que c'est difficile qu'un ingénieur de production, il va aller vers le développement. Je pense le sens contre. Moi, je parle de mon expérience. Moi, j'ai Mm. commencé en tant que développeur et par la suite, j'ai basculé vers la production. Et je n'ai trouvé aucun souci sur ça. Actuellement, je suis sur DevOps, Alors, donc ça me permet, donc, quand tu commences en tant que développeur, tu bascules vers la production et ça c'est plus facile que. c'est plus facile parce que, en fait, par rapport, je pense en tout cas, d'après tout ce que j'ai pu voir ou lire, en fait, pourquoi c'est plus compliqué de passer de production à développeur, c'est parce que tout est fait pour faciliter la production et pas pour faciliter le développement. Donc, du coup, nous, on va développer notre truc et ça va être simple parce qu'on a plein d'outils. Ben, je pensais avec du PaaS, par exemple, du Platform as a Service, on va développer, par exemple, notre site web en Python. On va avoir on va avoir une plateforme justement pour le déployer, mais d'un claquement de doigts, quoi. Tandis que quand on est dans l'opérationnel, euh, qu'on n'est pas développeur à la base, on a des notions en développement, bien entendu, parce que c'est important, parce qu'il faut aussi scripter. Et, mais il n'y a pas de, il n'y a pas la connaissance des langages. Il n'y a pas forcément la connaissance des langages. Donc du coup, il faut se tourner vers si on veut faire par exemple un site web ou des trucs, ou même des logiciels, on s'appelle des logiciels en desktop en gros, il va falloir se tourner vers des outils qui vont simplifier aussi.
Sauf que là, déjà, on se retrouve, il n'y en a pas forcément beaucoup, ou alors ça va être des CMS, par exemple. Et dès qu'on veut aller sur un truc un peu plus fin, un peu plus précis, il va falloir mettre le nez dans le code. Et c'est ça, en fait, la grosse différence. C'est que dans un sens, tout est fait pour faciliter la mise en production, mais rien n'est fait pour faciliter le développement. Exactement. Adrien, juste une petite précision. Donc, Oui, moi, je vois que les outils actuels qui permettent de faire l'intégration continue ou bien le déploiement continu sont que des outils qui nous permettent de faciliter en fait le déploiement et l'intégration continue. Par contre, on peut automatiser même avec des scripts shell. Tout simplement, on peut faire un pipeline de A à Z ah qui oui, permet de faire tout. bien Donc, sûr. pour moi, ce sont des outils qui permettent juste de nous faciliter Oui, la tâche et si on a déjà en fait une personne qui maîtrise l'automatisation avec Shell et tout ça, donc Python, il peut faire tout ça. ah oui. Donc je ne sais pas si tu es en phase avec moi par rapport à ça ou bien. Si, bien sûr, on peut tout automatiser, même à base de script, ça c'est clair et net. Mais c'est justement qu'on tombe en fait avec le DevOps dans l'infrastructure, c'est pas l'infrastructure as a service, euh, mince, c'est l'infrastructure as code, pardon. C'est-à-dire qu'on va faire nos fichiers YAML. Je vais prendre typiquement, je vais prendre Ansible. C'est tout bête, hein. On va faire nos fichiers YAML et puis ça va tout nous déployer. Et ce fichier YAML sera exécuté par un autre fichier YAML qui va être le GitLab CI. Donc en fait, c'est pas du code. Moi j'appelle ça de la conf en tant que développeur. Mais c'est un outil qui facilite tout. Donc ça va faciliter aussi la vie des admin systèmes et tout en nous permettant de toucher à l'infra et eux très légèrement au code, quoi. Je sais pas trop, j'arrive pas trop à m'expliquer, je suis désolé. Je crois qu'on a perdu Donc voilà. Youssef de toute Ah, façon. Il s'est Non, visiblement. Ah, non, il est là? Ok. je suis en train d'écouter Adrien. Non, pardon, je t'avais vu disparaître de la liste, donc je me suis dit qu'on a peut-être perdu. Ah non, c'est bon, je t'ai retrouvé. non, je suis là, je suis là. donc voilà. Si on facilite, en fait, justement cette facilité par rapport dans le sens opérationnel vers développeur, la facilité elle va s'arrêter là, quoi, Ouais. dans ce sens-là. Tandis que dans Ok, l'autre est-ce sens, qu'on a après, d'autres ça va personnes être. éventuellement qui veulent intervenir? Merci beaucoup encore Youssef Merci, pour ouais, ton Youssef, pour ton intervention. intervention. Et merci pour la présentation. À bientôt. Salut, au À revoir. bientôt Au Youssef. revoir. Au revoir. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui voulaient éventuellement poser des questions alors, on a Olivier qui nous remercie également. Avec Merci plaisir. Olivier. N'hésitez pas même à confronter, hein, à me dire que non, Adrien, tu as tort. J'aime bien avoir tort. Fais-moi penser à te le rappeler à ton entretien annuel. Oui, mais des fois, j'aime bien avoir raison aussi. Bon, mais écoutez, s'il y a pas d'autres questions, on va vous laisser là. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver le replay à partir de la fin de semaine prochaine sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque nous sortons une nouvelle vidéo.